Jean, un père veuf, avait élevé son fils David seul après la mort de sa femme. Mais un jour, une violente dispute éclata. En colère, David cria. « Sors de ma vie. Je ne veux plus jamais te voir. » Le père, le cœur brisé, resta silencieux, les larmes aux yeux. David, le sac sur l'épaule, marcha d'un pas décidé loin de la maison familiale. À 19 ans, il se sentait invincible, libéré des règles de son père. Jean, avec ses conseils incessants et ses mises en garde, lui semblait appartenir à un autre monde, un monde étouffant. David voulait vivre, goûter à la liberté, prouver qu'il pouvait se débrouiller seul. Il avait trouvé refuge chez un ami, Marc, qui partageait un appartement avec d'autres jeunes. L'idée de cette nouvelle vie l'excitait. Plus de couvre-feu, plus de sermons, juste lui et ses choix. L'appartement de Marc était petit, désordonné, mais vibrant. Les murs étaient couverts d'affiches de concerts, et une odeur de cigarettes flottait dans l'air. Marc et ses colocataires accueillaient David comme un frère. Ils riaient fort, partageaient des bières et parlaient de leurs rêves, devenir riches, voyager, vivre sans attache. David se sentait enfin à sa place. C'est ça, la vraie vie, se disait-il, oubliant les disputes avec son père. Il ne voulait plus penser à Jean, à ses larmes, à la maison où chaque coin rappelait sa mère. Les premiers jours furent un tourbillon. David passait ses soirées à sortir, à découvrir la ville sous un nouvel angle. Il dépensait l'argent qu'il avait économisé en petits boulots, sans se soucier de demain. Pourquoi penser à l'avenir? Il était jeune, libre, et ses nouveaux amis lui assuraient qu'il pouvait tout accomplir. Marc, en particulier, avait une énergie contagieuse. Il parlait de projets, d'opportunités rapides pour gagner de l'argent. David buvait ses paroles, convaincu qu'il avait enfin trouvé sa voie. Pourtant, au fond de lui, une petite voix murmurait. Les souvenirs de son père, de leurs moments simples comme réparer une vieille voiture ensemble ou regarder un match à la télé revenaient parfois. Mais David les chassait vite. Il se répétait qu'il n'avait pas besoin de Jean, qu'il était mieux sans lui. Il ignorait les messages que son père lui envoyait, des textes simples comme « Tu vas bien ? Appelle-moi ». David les supprimait sans les lire, persuadé que revenir en arrière serait un aveu d'échec. Il s'inscrivit à quelques cours à l'université, mais son cœur n'y était pas. Les fêtes et les nuits blanches prenaient toute son énergie. Ses notes glissaient, ses professeurs le mettaient en garde, mais David haussait les épaules. « J'ai le temps », se disait-il. Il préférait traîner avec Marc et les autres, qui semblaient vivre sans contrainte. Il lui promettait un avenir brillant, loin des sacrifices de son père. Ce départ, David le voyait comme une victoire, une preuve de son indépendance. Mais il ne réalisait pas qu'en quittant la maison, il abandonnait aussi une partie de lui-même, les valeurs que Jean lui avait inculquées, la sécurité d'un foyer aimant, la mémoire de sa mère. Chaque pas l'éloignait un peu plus de ses racines, mais il était trop aveuglé par sa soif de liberté pour le voir. Il croyait que cette nouvelle vie le mènerait au bonheur, mais il ignorait que la liberté, sans repère, pouvait devenir une prison. Son départ n'était pas seulement physique, c'était un renoncement à tout ce qu'il avait construit. David vivait un rêve éveillé. À 19 ans, loin de la maison familiale, il goûtait à une liberté qu'il n'avait jamais connue. Plus de règles, plus de regards désapprobateurs de son père. Avec Marc et ses amis, chaque jour était une aventure. Il sortait jusqu'à l'aube, dansait dans des clubs bruyants, riait autour de pizzas à 3 heures du matin. L'argent coulait facilement, David payait des tournées, achetait des vêtements à la mode, impressionnait ses nouveaux amis. Il se sentait grand, puissant, maître de son destin. Les premières semaines furent magiques. Les lumières de la ville, les conversations interminables, les promesses d'un avenir sans limite, tout semblait possible. Marc lui parlait de « plans » pour gagner gros, de soirées où l'on croisait des gens influents. David, ébloui, y croyait dur comme fer. Il négligeait ses cours à l'université, séchait les amphis pour traîner avec ses amis. Les études, c'était pour plus tard, se disait-il. Pour l'instant, il voulait vivre. Mais sous la surface, des fissures apparaissaient. L'argent qu'il avait économisé fondait vite. Les sorties coûteuses, les restaurants, les verres offerts, tout s'additionnait. David commença à emprunter à Marc, qui lui prêtait sans poser de questions. « T'inquiète, on réglera ça plus tard », disait-il avec un clin d'œil.
David hochait la tête, confiant. Il ne voyait pas que chaque prêt creusait un trou plus profond. Il se sentait encore libre, mais cette liberté était fragile, comme un château de cartes. Ses amis, toujours souriants, ne semblaient jamais à court d'argent. David voulait leur ressembler. Il acheta un téléphone dernier cri à crédit, s'endetta pour une veste en cuir qu'il portait fièrement. Il voulait prouver qu'il était à la hauteur, qu'il n'était pas le fils sage de Jean, l'homme aux mains usées par le travail. Mais chaque achat, chaque soirée, le rapprochait d'un vide qu'il refusait de voir. À l'université, les avertissements se multipliaient. Un professeur le prit à part. « David, tu as du potentiel, mais tu dois te ressaisir. » David haussa les épaules. Il se sentait au-dessus de tout ça. Ses amis lui disaient que les diplômes ne servaient à rien, que l'argent se faisait dans la rue, pas sur les bancs d'école. Il les croyait, aveuglé par leur assurance. Pourtant, parfois, seul dans l'appartement bondé de Marc, David ressentait un pincement au cœur. Il repensait à la maison, à l'odeur du café que son père préparait le matin, à leurs discussions simples mais sincères. Il chassait ses pensées, se disant qu'il avait fait le bon choix. Mais la vérité, c'est qu'il perdait ses repères. Ses amis ne connaissaient ni son passé ni ses rêves. Ils ne voyaient en lui qu'un compagnon de fête, pas un frère. Cette liberté, qu'il chérissait tant, n'était qu'une illusion. David ne voyait pas qu'il s'éloignait de lui-même, de ses valeurs, de tout ce que Jean lui avait appris. Il courait après un mirage, croyant que l'argent facile et les nuits blanches le rendraient heureux. Mais chaque pas dans ce monde scintillant l'entraînait plus loin dans un piège qu'il ne comprenait pas encore. La vraie liberté, il l'apprendrait plus tard, ne vient pas de l'absence de règles, mais de choix qui donnent un sens à la vie. David s'enfonçait dans un monde qu'il croyait maîtriser. Ses nouveaux amis, Marc et les autres, étaient devenus sa famille de substitution. Ils étaient charismatiques, pleins d'idées pour réussir vite. Mais ces idées n'avaient rien d'honorable. Marc parlait souvent de coups faciles, des combines pour gagner de l'argent sans travailler dur. David, fasciné par leur assurance, les suivait sans réfléchir. Il voulait prouver qu'il était des leurs, qu'il pouvait être audacieux, loin de l'image du garçon sage que son père voulait pour lui. À eu début, tout semblait inoffensif. Il jouait aux cartes dans des arrière-salles enfumées, pariant des petites sommes. David gagnait parfois, ce qui le grisait. « Tu vois, c'est facile, » disait Marc en lui tapant l'épaule. Mais les mises augmentaient, et David perdait plus souvent qu'il ne gagnait. Pour continuer, il empruntait encore, s'enfonçant dans les dettes. Marc le rassurait, « T'es avec nous, on te couvre. » Mais ce soutien avait un prix. Un soir, Marc lui proposa de participer à une affaire. Il s'agissait de vendre des produits électroniques, soi-disant tombés d'un camion. David hésita. Une petite voix, celle de son père, lui murmurait que c'était mal. Mais Marc insista, « Tu veux être un homme ou rester le fils à papa ?» Piqué au vif, David accepta. Il se retrouva à transporter des cartons dans une ruelle sombre, le cœur battant. L'argent qu'il gagna ce soir-là lui donna un frisson d'excitation, mais aussi un malaise qu'il refoula. Les choses empirèrent. Marc et ses amis consommaient de la drogue, d'abord en cachette, puis ouvertement. Ils proposèrent à David d'essayer. « Ça va te détendre, » disait-il. David, épuisé par les nuits blanches et les dettes, céda. La première fois, il se sentit planer, loin de ses soucis. Mais, il en voulut plus. La drogue devint une échappatoire, une façon d'oublier les messages de gens qu'il ignorait toujours. Chaque appel manqué de son père était un poids de plus, mais David n'avait plus la force de répondre. Ses amis n'étaient pas des frères, mais des opportunistes. Ils profitaient de sa naïveté, de son besoin d'appartenance. Quand David n'avait plus d'argent, il se montrait plus froid. « Rends ce que tu dois », lâcha un jour Marc, le ton sec. David, paniqué, s'enfonça dans des combines plus risquées, des paris truqués, des livraisons douteuses. Il ne voyait plus la limite entre le bien et le mal. Tout ce qui comptait était de rester dans le cercle, de ne pas être rejeté. Ses études, déjà négligées, devinrent un lointain souvenir. L'université lui envoya un dernier avertissement avant l'exclusion, mais David s'en moquait. Il croyait que ses amis le sortiraient de là, qu'ils avaient un plan. Mais en réalité, il l'entraînait vers le bas. Chaque choix qu'il faisait sous leur influence l'éloignait de l'homme qu'il voulait être.
Il ne voyait pas qu'il perdait son identité, ses rêves, tout ce que son père avait essayé de lui transmettre. Ses mauvaises fréquentations n'étaient pas juste des amis toxiques, elles représentaient un chemin de destruction. David, en cherchant la liberté, s'était enchaîné à des gens qui ne se souciaient pas de lui. La leçon était dure, les vraies relations élèvent, tandis que les mauvaises vous tirent vers le fond. David toucha le fond un soir d'automne glacial. Il avait tout perdu en une nuit. Marc et ses amis, ceux qu'il considérait comme sa famille, l'avaient trahi. Il lui avait proposé un gros coup, vendre des téléphones volés à un acheteur prêt à payer cher. David, endetté jusqu'au cou, y vit une chance de se refaire. Il mit tout ce qu'il avait dans l'affaire, emprunta même à un prêteur douteux. Mais l'acheteur ne vint jamais. Marc disparut avec l'argent, et David se retrouva seul, sans un sou, sans téléphone, sans même un endroit où dormir. L'appartement qu'il partageait avec Marc n'était plus accessible. Les colocataires, complices de l'arnaque, l'avaient mis dehors, prétextant qu'il n'avait pas payé sa part. David, hébété, erra dans les rues, son sac à dos comme seul compagnon. La ville, autrefois scintillante, lui semblait hostile. Les néons des bars, les rires des passants, tout lui rappelait ce qu'il avait perdu. Il n'avait plus rien, ni argent, ni amis, ni avenir. La faim le tenaillait, et le froid s'infiltrait dans ses vêtements trop légers. Il essaya de trouver un abri, mais les refuges étaient pleins, et il n'osait pas demander de l'aide. La honte le rongeait. Comment en était-il arrivé là? Lui, qui rêvait de liberté, dormait maintenant sur un banc, enveloppé dans un vieux pull. Il repensait à son père, à ses avertissements qu'il avait balayés d'un revers de main. Jean lui avait dit un jour, « Choisis bien tes amis, David. Ils peuvent te construire ou te détruire. » Ces mots, qu'il trouvait ringards à l'époque, prenaient maintenant tout leur sens. David tenta de voler un sandwich dans une épicerie, mais le commerçant le chassa. Il se sentait comme un animal traqué, invisible aux yeux des autres. Chaque regard détourné des passants était un coup de plus à son orgueil. Il n'était plus le garçon confiant qui riait avec Marc. Il était brisé, perdu, et terrifié par l'idée de ne jamais remonter la pente. La drogue, qu'il consommait encore parfois, ne l'aidait plus. Elle amplifiait sa solitude, sa peur. Une nuit, sous un pont où il s'était abrité, il trouva un vieux journal. En le feuilletant pour se distraire, il tomba sur une photo de famille dans une publicité. Un père et son fils, souriant, partageant un repas. Les larmes lui montèrent aux yeux. Il revoyait Jean, ses mains rugueuses, son regard inquiet mais toujours aimant. David avait tout rejeté, son père, ses valeurs, sa maison. Et pourquoi? Pour des amis qu'il avait abandonnés au premier obstacle. Cette chute n'était pas seulement matérielle. Elle était morale, émotionnelle. David comprit qu'il s'était trahi lui-même. En courant après une liberté illusoire, il avait perdu son identité, ses rêves, sa dignité. Il touchait le fond, mais ce fond était aussi un miroir, il lui montrait qui il était devenu et ce qu'il avait perdu. La leçon était cruelle, on ne construit rien sur des bases fragiles, et la vraie force vient de l'intérieur, pas des applaudissements des autres. David, tremblant de froid, se demanda s'il aurait le courage de se relever. Mais une pensée persistait, son père, là-bas, l'attendait peut-être encore. David errait dans les rues, le cœur lourd et l'estomac vide. Chaque pas était un effort, chaque coin de rue un rappel de son échec. À 19 ans, il avait cru conquérir le monde, mais il n'était plus qu'une ombre, un garçon sans abri, sans argent, sans espoir. La ville, autrefois synonyme de liberté, était devenue un labyrinthe hostile. Il évitait les regards, terrifié à l'idée qu'on le reconnaisse. La honte le consumait, comme un feu qu'il ne pouvait éteindre. Sous un réverbère vacillant, il s'arrêta pour reprendre son souffle. Il repensait à son père, à ses paroles sages qu'il avait ignorées. Jean lui disait souvent, « Choisis le bon chemin, David, même s'il est difficile. » Les raccourcis mènent toujours à des impasses. Ces mots, qu'il trouvait ennuyeux à l'époque, résonnaient maintenant comme une vérité qu'il n'avait pas voulu voir. Il avait choisi les raccourcis, les amis faciles, l'argent rapide. Et maintenant, il payait le prix. La nuit était froide, et David se blottit contre un mur, serrant son sac contre lui. Il fouilla dedans,
espérant trouver quelque chose à manger, mais il n'y avait qu'un vieux carnet. En l'ouvrant, il tomba sur une photo glissée entre les pages, lui, à 10 ans, avec sa mère et son père, riant lors d'un pique-nique. Les larmes coulèrent sans qu'il puisse les arrêter. Il revoyait sa mère, son sourire doux, et Jean, toujours solide, toujours là. Comment avait-il pu dire à son père, « Sors de ma vie » ? Ces mots, prononcés dans la colère, le hantaient maintenant. La honte était plus lourde que la faim. Revenir vers Jean signifiait affronter son regard, admettre ses erreurs, supplier pour un pardon qu'il ne pensait pas mériter. David imaginait son père, déçu, peut-être même en colère. Et s'il le rejetait ? Cette pensée le terrifiait. Il préférait encore errer plutôt que d'affronter cette possibilité. Pourtant, au fond de lui, il savait que Jean n'était pas homme à abandonner son fils. Mais l'orgueil et la culpabilité le paralysaient. Il passa des jours à survivre, mendiant parfois, dormant dans des coins sombres. Chaque matin, il se réveillait avec le même vide dans la poitrine. Il n'avait plus de rêve, plus de projet, juste un instinct de survie qui s'amenuisait. Les passants le regardaient à peine, et il se sentait invisible, comme si son existence n'avait plus de sens. Il repensait aux leçons de son père, l'honnêteté, le travail, la famille. Tout ce qu'il avait rejeté lui manquait cruellement maintenant. Une nuit, en fouillant dans une poubelle pour trouver à manger, il toucha le fond de sa honte. Il n'était plus David, le garçon plein d'ambition. Il était un inconnu, perdu dans ses erreurs. Mais cette humiliation, aussi douloureuse soit-elle, alluma une lueur en lui. Il ne pouvait pas continuer ainsi. La vie qu'il avait choisie l'avait détruit, mais peut-être pouvait-il encore changer. La pensée de son père, de son amour patient, devint une encre. Revenir serait dur, mais rester dans ce vide était pire. David, pour la première fois, envisagea de rentrer, malgré la peur et la honte. La leçon était claire, on peut fuir son passé, mais pas la vérité de qui on est. Après 3 mois d'errance, David n'en pouvait plus. La faim, le froid, la solitude l'avaient brisé, mais ils avaient aussi éclairci son esprit. Il ne pouvait plus fuir. Chaque nuit passée dans la rue, chaque regard détourné des passants, chaque souvenir de sa vie d'avant le ramenait à une seule pensée, son père. Jean, avec son amour inconditionnel, était peut-être sa dernière chance. Mais revenir signifiait affronter la honte, ravaler son orgueil, et demander pardon pour des mots qu'il regrettait amèrement, « Sors de ma vie ». Un matin gris, David prit une décision. Ses vêtements usés, ses chaussures trouées, il marcha jusqu'à la gare. Avec les quelques pièces qu'il avait mendiées, il acheta un billet pour rentrer chez lui. Le trajet en bus fut long, chaque kilomètre amplifiant sa peur. Et si Jean le rejetait ? Et s'il avait tourné la page ? David serrait la vieille photo de famille dans sa poche, celle où il riait avec ses parents. C'était tout ce qui lui restait, un fragment d'un bonheur qu'il avait détruit. Quand le bus s'arrêta dans son quartier, tout lui sembla à la fois familier et étrange. La maison familiale, avec sa façade un peu défraîchie, était toujours là. La lumière de l'entrée brillait, comme un signe que Jean l'attendait encore. David hésita, le cœur battant. Il voulait frapper à la porte, mais ses jambes tremblaient. Il repensa à sa mère, à ce qu'elle aurait voulu pour lui. Elle aurait dit, « Rentre, David. Ton père t'aime. » Ces mots imaginaires lui donnèrent du courage. Il frappa doucement. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit. Jean apparut, les traits tirés, les yeux marqués par l'inquiétude. En voyant son fils, maigre, sale, épuisé, il resta figé. David, incapable de soutenir son regard, tomba à genoux sur le seuil. Les larmes jaillirent, et il sanglota, « Pardon, papa. J'ai tout perdu. Mais je t'ai encore toi. » Sa voix tremblait, chargée de remords et d'espoir. Jean s'agenouilla à son tour, sans un mot. Il posa une main sur l'épaule de David, puis l'attira dans une étreinte. Les larmes de Jean coulèrent sur le front de son fils. « Mon garçon » murmura-t-il, la voix brisée. Il n'y avait ni reproche ni colère dans ses yeux, seulement un amour immense, celui d'un père qui avait prié chaque nuit pour ce moment. David, blotti contre lui, sentit la chaleur d'un foyer qu'il croyait avoir perdu à jamais. Ils restèrent là, sur le seuil,
comme si le temps s'était arrêté. Les 3 mois de douleur, de silence, de peur s'effaçaient dans cette étreinte. David comprit que rentrer n'était pas un aveu de faiblesse, mais un acte de courage. Il avait cru que la liberté était dans la fuite, mais la vraie liberté était ici, dans l'amour d'un père qui ne jugeait pas, qui ne gardait pas rancune. Ce retour inattendu marqua un tournant. David n'était plus le garçon arrogant qui était parti. Il était brisé, mais prêt à se reconstruire. Jean, en ouvrant sa porte, lui offrait plus qu'un toit, une seconde chance, un refuge, une preuve que l'amour d'un parent surpasse toutes les erreurs. La leçon était simple mais puissante, on peut toujours rentrer chez soi, tant qu'il y a quelqu'un qui vous attend avec amour. Jean serra David dans ses bras, comme s'il craignait qu'il disparaisse à nouveau. Les larmes de son fils mouillaient son vieux pull, mais Jean ne sentait que la chaleur de ce moment. 3 mois d'angoisse, de nuits blanches à se demander où était David, s'il était en vie, s'il avait mangé, s'effaçaient dans cette étreinte. Jean releva doucement son fils, essuya ses joues avec ses pouces rugueux et dit « Mon fils, tu peux tout perdre dans la vie, mais jamais mon amour pour toi. » David, encore secoué par ses sanglots, n'osait pas regarder son père dans les yeux. La honte pesait lourd. Il s'attendait à des reproches, à des questions sur où il était allé, sur ce qu'il avait fait. Mais Jean ne demanda rien. Il le guida à l'intérieur, dans la maison où rien n'avait changé, l'odeur du bois, les photos de Sophie, le vieux canapé où ils regardaient des matchs ensemble. Tout était là, intact, comme un refuge qui n'avait jamais cessé de l'attendre. Jean prépara un repas simple, une soupe chaude, du pain, un peu de fromage. David, affamé, mangea en silence, les mains tremblantes. Jean l'observait, le cœur serré de voir son fils si maigre, si marqué par la vie. Mais il ne posa aucune question. Il savait que les réponses viendraient avec le temps. Pour l'instant, son fils était là, vivant, et c'était tout ce qui comptait. Il lui tendit une couverture et dit « Repose-toi. On parlera demain. » Cette nuit-là, David dormit dans son ancienne chambre, sur son vieux lit. Les murs, couverts de posters d'adolescents, lui semblaient appartenir à une autre vie. Il se sentait indigne de cet amour, de cette maison. Mais les mots de Jean tournaient dans sa tête, « Jamais mon amour pour toi. » Ces paroles étaient un baume sur ses blessures, une promesse qu'il n'était pas trop tard pour changer. Le lendemain, Jean s'assit avec lui. Pas pour juger, mais pour écouter. David, hésitant, raconta tout, les fêtes, les dettes, les trahisons, la drogue, la rue. Chaque mot était un aveu douloureux, mais Jean ne broncha pas. Il hocha la tête, posa une main sur celle de son fils, et dit « Tu es là maintenant. » C'est ce qui compte. Ce pardon, si simple, si total, bouleversa David. Il s'attendait à un sermon, à une leçon, mais Jean lui offrait quelque chose de plus grand, l'acceptation. Ce pardon n'effaçait pas les erreurs de David, mais il lui donnait la force de les affronter. Jean ne minimisa pas ce qui s'était passé, mais il ne le laissa pas définir son fils. Il lui parla de sa mère, de son courage face à la maladie, et lui dit « Elle serait fière de te voir ici, prêt à te battre pour toi-même. » Ces mots redonnèrent à David un peu de lumière. Le pardon de Jean n'était pas une faiblesse, mais une force immense. Il montrait à David que l'amour véritable ne garde pas de compte, ne pose pas de conditions. Cette étreinte, ces mots, ce repas simple était plus qu'un refuge, c'était une promesse de reconstruction. La leçon était claire, le pardon d'un parent peut guérir les blessures les plus profondes et ouvrir la voie à une nouvelle chance. David, de retour chez son père, comprit qu'il avait une opportunité rare, une nouvelle chance. La maison de Jean, avec ses murs familiers et son odeur de café, n'était pas seulement un refuge, mais un lieu où il pouvait se reconstruire. Jean, fidèle à lui-même, ne le pressa pas. Il lui offrit un lit, des repas chauds, et surtout, du temps. David, encore fragile, savait qu'il devait changer. Les mois passés dans la rue, la trahison de ses faux amis, la honte d'avoir blessé son père, tout cela l'avait transformé. Les premiers jours furent difficiles. David se réveillait souvent la nuit, hanté par ses erreurs. Il voyait le visage de Marc, entendait les rires de ceux qui l'avaient abandonné. Mais il voyait aussi Jean, debout à l'aube, préparant le petit déjeuner, toujours prêt à l'écouter. Cette constance, cet amour silencieux,
donna à David la force de se relever. Il demanda à son père, « Comment je peux réparer tout ça ?» Jean sourit doucement. « Un pas à la fois, mon fils. » David décida de reprendre ses études. Il contacta l'université, expliqua sa situation, et négocia une réinscription. Ce ne fut pas facile, il avait manqué des mois, accumulé des lacunes. Mais il s'accrocha. Chaque matin, il se levait tôt, étudiait à la table de la cuisine, sous le regard discret mais fier de Jean. Il se mit aussi à chercher un petit boulot. Un voisin, ami de Jean, lui proposa de travailler dans son garage. David accepta, même s'il avait des voitures ou ranger des outils était loin de ses rêves d'antan. Ce travail, humble, lui apprit la valeur de l'effort. Chaque euro gagné honnêtement était une victoire, bien différente de l'argent facile qu'il poursuivait avec Marc. Jean l'encourageait, lui rappelant des leçons simples, le respect se gagne par ce que tu fais, pas par ce que tu possèdes. David écoutait maintenant, buvant chaque conseil comme une leçon de vie. Il repensait à sa mère, à son courage, et voulait rendre son père fier. Il changea aussi ses habitudes. Fini les sorties inutiles, les dépenses impulsives. Il apprit à gérer son argent, à planifier, à se discipliner. Jean l'aidait, sans jamais le juger. Il lui montra comment tenir un budget, réparer une fuite, cuisiner des plats simples. Ces moments, banals en apparence, étaient précieux. Ils rebâtissaient leurs liens, effaçaient la douleur de la dispute. David découvrait que la vraie force n'était pas dans l'indépendance aveugle, mais dans l'humilité et la persévérance. Un soir, en travaillant sur une vieille voiture avec Jean, David sentit une paix nouvelle. Il riait, partageait des souvenirs, comme avant. David s'excusa encore pour ses mots durs. Jean balaya ses excuses d'un geste. « Tu es là, c'est tout ce qui compte. » Cette phrase devint un mantra pour David, un rappel qu'il pouvait avancer, malgré son passé. Cette nouvelle chance n'était pas un cadeau gratuit. Elle demandait du travail, de la discipline, et surtout, de l'amour-propre. David comprit que se reconstruire, c'était honorer ceux qui croyaient en lui, comme Jean. La leçon était profonde, une seconde chance n'efface pas le passé, mais elle donne l'espoir d'un avenir meilleur, à condition de la saisir avec courage et gratitude. David, en se reconstruisant, comprit une vérité essentielle, l'amour d'un parent est un trésor irremplaçable. Les mois passés loin de Jean, les trahisons, la rue, la honte, tout cela lui avait appris ce qu'il avait failli perdre à jamais. La dispute, où il avait crié « Sors de ma vie », restait une cicatrice, mais elle était aussi un rappel, la colère peut briser, mais l'amour véritable peut réparer. Jean, par son pardon et sa patience, lui avait montré que la famille est une ancre, même dans les tempêtes les plus violentes. Chaque jour, David travaillait à devenir une meilleure version de lui-même. À l'université, il rattrapait son retard, étudiant avec sérieux. Au garage, il gagnait le respect de ses collègues par son humilité et son effort. Mais ce qui le transformait le plus, c'était sa relation avec Jean. Il parlait souvent, parfois jusqu'à tard dans la nuit. David posait des questions sur sa mère, sur leur vie avant sa mort. Jean racontait, les yeux brillants, et ses souvenirs devenaient un pont entre le passé et l'avenir. David comprit que l'amour de Jean n'était pas juste une présence, mais une force. Quand il était dans la rue, affamé et seul, c'est la pensée de son père qui l'avait poussé à rentrer. Cet amour l'avait sauvé, non pas en effaçant ses erreurs, mais en lui donnant le courage de les affronter. Il se promit de ne plus jamais laisser la colère ou l'orgueil détruire ce lien sacré. Les mots qu'il avait jetés à Jean, il ne les prononcerait plus jamais. Cette leçon s'étendait au-delà de la famille. David voyait maintenant la valeur des choix. Ses anciens amis, Marc et les autres, l'avaient attiré avec des promesses creuses. Ils lui avaient vendu un mirage de liberté, mais c'était Jean qui lui avait appris ce qu'était la vraie liberté, vivre selon ses valeurs, travailler pour ses rêves, aimer sans condition. Cette prise de conscience changea sa façon de voir le monde. Il choisissait désormais ses relations avec soin, privilégiant ceux qui l'élevaient, pas ceux qui le tiraient vers le bas. Un soir, en regardant une vieille photo de sa mère, David parla à Jean de ses peurs. « Et si je retombe » demanda-t-il. Jean posa Jean posa une main sur son épaule. « Tu ne retomberas pas, parce que tu sais maintenant ce qui compte vraiment. »
Ces mots restèrent gravés dans l'esprit de David. La vie, comprit-il, peut nous dépouiller de tout argent, fierté, illusion, mais une famille aimante reste un refuge éternel. David partagea son histoire avec d'autres, dans des cercles d'entraide pour jeunes en difficulté. Il voulait leur montrer qu'il était possible de se relever, de retrouver son chemin, grâce à l'amour et à la persévérance. Sa leçon de vie devint un message: peu importe à quel point on tombe, il y a toujours un chemin pour rentrer chez soi, auprès de ceux qui nous aiment. Cette vérité, David la portait en lui comme un trésor. Il savait que la vie serait encore pleine de défis, mais avec Jean à ses côtés, il avait la force de les affronter. La famille, l'amour, la confiance, voilà ce qui dure, ce qui guérit, ce qui construit. C'était la leçon qu'il transmettrait, celle qu'il vivrait chaque jour.